C'est drôle d'avoir entendu parler de santé publique durant la dernière intervention. Je vais aussi vous parler de santé publique et du passé de la santé publique. Vous allez voir qui est pas tellement plus reluisant que la santé publique actuelle. Je suis historienne, alors ça paraît. Je vais vous parler d'une vieille épidémie et surtout d'une épidémie que tout le monde a oubliée. C'est pas de très bon augure pour l'épidémie et la pandémie qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Donc, je vais revenir dans le temps et je vais revenir il y a un petit peu plus de 30 ans, en fait, en 89. La dernière grosse épidémie de rougeole que le Québec a connue, avec 10 373 cas officiellement déclarés, peut-être 30 à 40 000. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. 656 hospitalisations, 5 décès. C'est les derniers décès dus à la rougeole au Québec. Et on n'avait pas vu autant de cas de rougeole au Québec et au Canada en 89 depuis 1956. Ce qui est intéressant en soi parce qu'en 1956, il n'y avait pas encore un vaccin. Je vais vous parler d'une épidémie en 89 de rougeole à un moment où on a un vaccin qui est d'ailleurs très efficace contre la rougeole. Alors, cette épidémie m'a beaucoup intriguée et c'est l'objet finalement d'un de mes derniers livres, Vaccination, le mythe du refus. J'ai voulu plonger en fait dans cet événement, non seulement pour essayer de comprendre un peu comment cette épidémie s'était déroulée, mais aussi pour en identifier les caractéristiques, en identifier les raisons d'être, les déterminants. Ce qui me chiffonnait, ce qui m'embêtait beaucoup, c'est que, et vous allez voir le lien avec mes recherches sur la vaccination et les refus de la vaccination, c'est que le discours ambiant depuis quelques années, et les historiens évitent de rentrer dans ce discours politique-là, mais il existe quand même, c'est que finalement la rougeole, au jour d'aujourd'hui, serait presque éradiquée. D'ailleurs, on a tendance à assimiler éradication et élimination, c'est pas la même chose, voire réémergente. Et cette réémergence de la rougeole dans les pays du Sud et dans les pays du Nord, eh bien, on l'attribue de plus en plus, et très généralement, voire systématiquement, à une augmentation des refus de la vaccination actifs, c'est-à-dire d'un sentiment d'antivaccination qui serait de plus en plus rampant. Et cette explication-là, à la résurgence de la rougeole, me paraissait à tout le moins tronquée, si pas problématique, dans le sens où, comme historienne, il me semblait important de revenir sur la complexité, la multifactorialité finalement à l'œuvre dans une épidémie, les historiens qui travaillent sur les épidémies et les maladies infectieuses, et les historiens qui travailleront sur la pandémie de coronavirus. Et je pense que tous les gens qui m'écoutent en ce moment seront convaincus, il n'y a pas une raison à une épidémie et surtout, il n'y a pas un facteur à la dissémination d'épidémies. On le voit aujourd'hui, le coronavirus a beau a priori toucher tout le monde de la même façon, dépendamment du pays dans lequel on est, de la zone géographique plus précisément, de l'âge, de son lieu de vie, eh bien, les choses vont être différentes. Donc, mon objectif avec cette enquête, cette autopsie d'une épidémie, c'était en particulier de repenser cette association très étroite entre refus de la vaccination et rougeole, qui est une association qui en fait remonte à 1998 et à la fameuse et infâme étude de Wakefield, Wakefield, ce gastro-entérologue britannique qui, dans The Lancet en février 98, sort une étude qui va jeter un pavé dans la mare, où il lie potentiellement l'autisme avec la vaccination contre la rougeole. Et donc, à partir de ce fait-là, tout le monde est convaincu que non seulement à partir de 98, les taux de vaccination ont chuté partout, ce qui en fait n'est pas tout à fait vrai, c'est même carrément pas vrai, et que par ailleurs, depuis 1998, les résurgences de la rougeole ne peuvent être que la conséquence de cette étude infâme et de ses effets sur les taux de vaccination. Alors, ce qui est intéressant avec cette épidémie de 89, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en parle pas. Je veux dire, je pourrais vous interviewer, mais vous êtes jeunes, pour la plupart d'entre vous, mais les gens qui étaient adultes en 1989 au Québec, à Montréal, on leur pose la question, vous vous souvenez quelle est la rougeole? La plupart du temps, jamais. En fait, personne ne m'a jamais dit oui, à part certains experts en santé publique que j'ai interviewés pour l'occasion et qui, eux, ont été partie prenante de la gestion d'épidémie. Mais à part eux, personne ne s'en souvient. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant parce que ça soulevait des questions sur
sortes de choses. Ce qui est intéressant aussi, et alors vous pourrez aller voir si vous voulez, si vous êtes un petit peu curieux, c'est que même si cette épidémie de 89 n'est nulle part dans les frises chronologiques de l'histoire du Québec, du Canada, de l'histoire des maladies infectieuses, eh bien, on en voit des petits bouts ou des mentions, des rappels sur un certain nombre de sites web, en particulier des sites anti-vaccination, qui ressurgissent quand il y a des éclosions de rougeole. Donc, qu'est-ce que ces sites disent? Alors, pour les sites anti-vaccination, ils disent ah ben en 89, il y a eu une grosse épidémie au Québec parce que le vaccin était inefficace. Il ne faut jamais oublier, les groupes anti-vaccination ne dénoncent pas juste la toxicité des vaccins. Pour certains d'entre eux, c'est l'inefficacité des vaccins, ou les deux. Et puis, il y avait d'autres sites, peut-être un petit peu plus confidentiels, qui rappelaient cette épidémie de 89, en particulier durant les épidémies de 2011 et 2015, qui ont été des éclosions beaucoup plus concentrées au Québec, et qui disaient, en fait, rappelons-nous 89, la raison pour laquelle on a eu une si grosse épidémie en 89, c'est parce que les gens n'étaient pas vaccinés ou sous-vaccinés. Donc, on a deux discours là que je trouvais intéressants à mettre en balance, qui sont tous les deux légitimes d'un point de vue explication rationnelle. On pourrait avoir un vaccin qui n'est pas efficace, puis de ce fait-là, beaucoup de cas rougeole, ou on pourrait avoir une sous-vaccination qui, de ce fait-là, aurait permis à la maladie de se diffuser facilement. Mais pour un historien, d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais une explication à un phénomène, et en particulier pas au cours d'une épidémie. Et puis deux, je trouvais intéressant de les mettre l'un à côté de l'autre, ces deux explications, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin aussi parce que, et là on arrive, et je vous propose le plan général de la présentation, parce que ce qui est intéressant, et on s'en rend compte assez vite quand on travaille sur cette épidémie de 1989, eh bien, c'est qu'en fait, elle a touché le Québec, avec plus de 10 000 cas donc, mais elle a très très peu touché le reste du Canada. Et vous serez d'accord avec moi, même les non-canadiens qui m'écoutent, il n'y a pas de frontière entre le Québec et l'Ontario. Il n'y a pas vraiment de frontière non plus, en tout cas pas de frontière virale entre le Québec et les États-Unis. Et il se trouve que donc ces cas qui ont été particulièrement importants de rougeole en 1989, eh bien, ils ont touché le Québec. Alors, il va y avoir quelques cas dans le reste du Canada en rougeole aux États-Unis 90-91, reste que dans le cas du Québec, l'incidence apparaît particulièrement élevée. On parle en moyenne de 152,2 cas par 100 000 habitants. C'est quelque chose, là encore. Là, il y avait des choses intrigantes à regarder. Et puis, la dernière raison, effectivement, puis je l'ai soulevée, mais j'y reviens et j'y reviendrai encore. La raison pour laquelle aussi cette épidémie me semblait intéressante de prime abord, eh bien, c'est parce qu'elle arrive en 1989. Et en 89, eh bien, on est 10 ans avant le scandale de Wakefield. Donc, quelque part, l'idée que tout a commencé, le sentiment anti-vaccination s'est développé avec Wakefield, dans le cas de 89, n'avait pas lieu d'être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de refus de la vaccination, et je vais y revenir, mais en tout cas, cette association, cette corrélation que on fait systématiquement entre rougeole et refus de la vaccination par crainte de l'autisme, eh bien, elle ne pouvait pas avoir lieu en 1989. Alors, je vais donc repartir pour vous en dire un petit peu plus sur cette enquête et les résultats que j'ai pu mettre de l'avant sur l'épidémie en tant que telle. Je veux dire, on ne peut pas faire une autopsie d'une épidémie si on n'a pas identifié les caractéristiques. Je vous ai déjà donné des éléments, mais des éléments qui apparaissent un peu partout si on creuse un petit peu. Moi, je suis allée chercher dans plein de documents, des archives, le ministère, des statistiques, j'ai interviewé beaucoup de gens, j'ai lu la presse de l'époque, la presse scientifique, la presse populaire, puis j'ai essayé vraiment de faire un portrait général. Et donc, c'est mon premier point. Et après, je vais revenir sur les différents déterminants qu'on peut identifier. Je veux insister d'emblée, quand je dis différents déterminants, il n'est pas question pour moi de pondérer ces déterminants, dans le sens où je ne vais pas vous dire celui-là était plus important que celui-là. Je vais vous identifier les différents déterminants et je vais vous montrer comment les uns ont pu s'articuler avec les autres, qu'il s'agisse de déterminants politiques, économiques ou socioculturels dans lesquels rentrerait la question des refus et des hésitations face à la vaccination. Alors, j'ai juste un
Petit problème, j'y reviens. Désolée. Alors, ce qui est très intéressant dans cette épidémie, donc si on creuse un petit peu plus, je vous l'ai dit déjà, épidémie québécoise non canadienne, ça c'est la première chose qui me paraissait moi absolument fascinante, surtout quand on rappelle dans le cas de la rougeole que c'est probablement la maladie la plus infectieuse au monde. Hein, une personne peut contaminer jusqu'à 15 voire 18 autres. Donc l'idée qu'elle a été circonscrite à l'espace québécois pose un certain nombre de questions. Même si elle a été effectivement présente et décalée dans le temps. En fait, on se rend compte, puis j'y reviendrai en conclusion, que la rougeole en 89, en fait, elle est à tendance pandémique dans le monde. Il n'y a pas juste au Québec. Hein. On la retrouve énormément en Europe de l'Est, en particulier dans certains pays d'Amérique latine, à Hong Kong. Hein. Il y a une espèce de tendance pandémique en 89, 90, 91 qui est aussi intéressante à regarder. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Taux d'incidence donc moyen très élevé par rapport aux États-Unis qui vont connaître l'épidémie un petit peu plus tard. Mais, et ça c'est une des choses aussi qui m'a d'emblée beaucoup intéressée, très inégalement répartie, c'est très variable au sein de l'espace québécois. Selon les régions sanitaires, mais aussi, alors je vais vous donner quelques statistiques, j'espère qu'elles sont visibles, mais aussi à l'intérieur même d'une région sanitaire. Hein. C'est-à-dire que, et là on reparle de ce que mon prédécesseur évoquait, les CLSC, les départements de la santé communautaire, hein, les noyaux, je dirais, communautaires de gestion de la santé à l'époque, eh bien à l'intérieur même de ces espaces-là, on avait des incidences parfois très très élevées dans un hôpital ou autour d'un hôpital ou autour d'un CLSC, et puis à côté de ça, une incidence beaucoup moins élevée à quelques kilomètres de là. C'était intéressant aussi parce que, en général, la rougeole, elle touche les zones les plus denses. Hein, vu que c'est une maladie très contagieuse, bah, plus il y a de monde, plus elle se disperse. Bah, là encore, ce n'était pas assez si évident que ça. On voit par exemple, si on regarde le cas de Montréal, oui, il y a des régions, il y a des zones à Montréal où la rougeole va être très très présente, mais dans d'autres, en particulier la rive sud, il y a des CLSC où il y a une incidence très 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 élevée et des CLSC juste 5 km à côté où l'incidence est beaucoup plus basse. L'autre élément très intéressant, c'est que cette épidémie de 89 a touché en très grande majorité des adolescents. 70% des cas probablement entre 10 et 19 ans, 85% des cas étaient chez des jeunes scolarisés, des garderies jusqu'au cégep. Donc, pour ceux qui ne seraient pas d'ici, les cégeps, c'est les 2 années intermédiaires entre la fin de l'école secondaire et de l'université. Alors ça, c'est quand même intéressant. Alors, ça s'explique en partie a priori, puisque, et ça c'est des réalités épidémiologiques, hein, moins la rougeole circule au fur et à mesure du XXe siècle, moins on est soumis au virus dans sa forme naturelle, et plus l'âge hein, à la contagion peut être élevé. Mais reste que 70 et 85%, c'est absolument énorme. Et dernier point, alors là, qui inévitablement va vous faire ouvrir les yeux grands. Je rappelle, et j'y reviendrai, que les premiers vaccins contre la rougeole existent dès 1963. Qu'en 1989, ça fait près de 20 ans que le Québec a un programme universel de vaccination contre la rougeole des jeunes. Donc, ça, c'est particulièrement intriguant, à savoir que 60 à 70%, jusqu'à 80% dans certaines régions, de ces jeunes qui avaient été touchés avaient été vaccinés. Alors là encore, on sait, hein, d'un point de vue épidémiologique, que plus le pourcentage de la population est vaccinée, plus le pourcentage de ces vaccinés qui peuvent faire la maladie est élevé. Reste que là encore, 60 à 70%, voire 80% dans certaines régions de jeunes qui avaient été vaccinés, c'est absolument inattendu. Et ça oblige, et c'est là où l'histarienne commence à avoir un rôle à jouer, eh bien, à remonter dans ce que j'appelle le temps vaccinal, hein, pour essayer de comprendre comment ces jeunes qui ont été touchés en 89 ont pu être touchés. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été touchés? Et ça oblige à regarder la période où ils ont dû être vaccinés, où ils auraient dû être vaccinés. Et donc, et là c'est Mathieu, si la très grande majorité des touchés avaient entre 5 et 19 ans, eh bien, ça veut dire qu'il faut regarder, grosso modo, toute la décennie des années 70 et puis le début des années 80 pour voir
comment se sont déroulées. Justement sur ce retour dans le temps vaccinal et en particulier ce qu'on appelle, c'est un jargon qui est assez typique des sciences sociales et humaines, des gens qui travaillent en STS, en histoire, en anthropologie, la question de la copine et une maladie. On ne peut pas comprendre, j'imagine que vous le savez tous, mais la dans le temps, il y a un effet cumulatif et il y a une accumulation de connaissances et de perfectibilité qui vient avec le temps. Eh bien, si on regarde entre une maladie, la rougeole, et ces vaccins, je dis ces vaccins de la rougeole, eh bien, on se rend compte que déjà là, il y a un certain nombre de problèmes ou de expliquer Je crois qu'on a un petit problème technique. Alors, ça y est, je suis là? Je suis revenue? Oui. OK. Est-ce que vous avez manqué beaucoup? Non, 30 secondes environ. OK, super. Donc, je vais continuer. Donc, une des choses qui en regardant Par cette... contre, Oui? on ne voit pas l'écran, par exemple. Il Ah, faut faire partage d'écran. alors... Attendez. J'ai un petit souci, ça va venir, je vous assure, ça va venir. Hein. Pas de problème. Les joies de la technologie. Ça va là? C'est revenu? Oui, oui, c'est Ouais. parfait. Très bien. Non. Donc, une des choses qu'on peut mettre de l'avant quand on regarde cette coproduction, eh bien, c'est de regarder en particulier l'évolution de l'efficacité des vaccins. Hein, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, même si c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à accepter, c'est que l'efficacité d'un vaccin, elle évolue. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a eu tant de vaccins contre la rougeole, ce qu'on oublie très souvent, hein, c'est parce qu'on a essayé d'améliorer la formule, je dirais. Et en fait, en regardant l'histoire de cette production vaccinale pour ce qui est de la rougeole, on se rend compte que justement, ça a été un processus assez long, assez compliqué, et que entre 1963, donc l'arrivée sur le marché américain et canadien des premiers vaccins contre la rougeole, et les années 1990, eh bien, on est dans une phase d'essai-erreur assez intense. Et on va se retrouver même, alors je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact parce qu'il est très très difficile à trouver, mais entre 63 et les années 80, il y a des dizaines de produits censés lutter contre la rougeole qui sont disponibles sur le marché canadien. Alors, dont certains d'ailleurs qui sont fabriqués au Canada. Hein. Si vous connaissez un peu la vaccination contre la rougeole, aujourd'hui, difficile. Madame Monet? Sinon, Ami. Ah, ok, je pense qu'elle est revenue. Oui, elle est revenue. Okay. Par contre, il faut activer votre micro parce qu'on ne vous entend plus. Oui.
C'est bon, c'est revenu. Puis évidemment, ma présentation a disparu, n'est-ce pas? Oui, exact. Alors, je ne sais pas pourquoi la connexion me dit instable, mais Ah, il n'y a pas de problème. Ça arrive souvent sur Zoom. c'est gênant pour vous, puis c'est gênant pour moi aussi. Ah, mais ça arrive vraiment souvent sur Zoom. C'est vrai, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher de votre routeur, peut-être? Ah non, parce que ça, je ne serai pas toute seule. Comme tout le monde, je suis en confinement et je suis avec du monde à la maison. Ah, OK. J'aimerais bien vous dire oui, mais ça ne marche pas. Je me suis confinée dans un espace de mon appartement. Mais normalement, ça devrait fonctionner. On va essayer. Donc, c'est ça. Donc, parmi les produits intéressants, mais je n'ai pas le temps de développer, il y a un produit qui va être fabriqué localement au Québec, qui est Trivirix, qui est un produit trivalent. Alors, Trivirix, c'est intéressant, pas parce qu'il n'est pas efficace, donc ça ne vient pas appuyer mon idée qu'il y a des vaccins pas efficaces qui ont entraîné l'épidémie de 89, mais Trivirix, c'est un produit toxique qui va être retiré de la vente assez vite. C'est une histoire assez cocasse d'ailleurs, sur laquelle, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Donc, on a finalement, pour faire court, je dirais, c'est qu'une partie de l'explication, et là encore, je ne veux pas pondérer, il n'est pas question pour moi de vous dire 30% d'explication, c'est parce que les vaccins n'étaient pas à la hauteur. Mais il est bien évident que l'évolution de la production vaccinale vers une toujours meilleure efficacité, au jour d'aujourd'hui, on a une efficacité des vaccins anti-rougeoleux qui est probablement plus haut que 95%, ce qui est très 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 bon. Sauf que comme la maladie est très contagieuse, ça pose encore des problèmes. Mais en l'occurrence, jusque dans les années 80, eh bien, on sait que les jeunes qui ont eu la maladie en 89, certains ont reçu des produits tués qui n'étaient pas efficaces quand ils n'étaient pas toxiques. Là, je vous renvoie à des choses qu'on connaît souvent mal dans l'histoire de la vaccinologie, ce qu'on appelle les syndromes rougeoleux atypiques, qui est une des conséquences de ces vaccins-là. D'ailleurs, ils vont être stoppés, leur vente va être stoppée aux États-Unis dès 1967. Par contre, au Québec, ils vont être utilisés jusqu'en 1973, probablement, pour des raisons possiblement financières. Ce qu'on sait aussi, c'est que le produit MMA, celui qu'on utilise au jour d'aujourd'hui, c'est MMA 2. Il a existé un MMA 1 jusqu'à la fin des années 70. Eh bien, il avait des problèmes de stabilité et donc de stockage associés. Et on imagine qu'une partie des enfants donc, avait été vaccinés avec ce vaccin-là, qui était là encore, qui avait perdu éventuellement son efficacité. Et puis, petit à petit, il y a d'autres choses qui émergent aussi, en particulier sur les protocoles vaccinaux et la façon dont les vaccinateurs et les médecins vaccinaient à l'époque. Et là, je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il y en a énormément des problèmes qui ont été soulevés par des études très sérieuses, dès les années 70 d'ailleurs. D'abord, le fait qu'on se pose des questions sur l'âge idéal à la vaccination. Au Québec, on vaccine à 12 mois à l'époque. Certaines provinces vaccinent à 15 mois. Est-ce que c'est moins efficace, plus efficace? Personne n'est capable de véritablement le dire. On a un calendrier à une dose jusqu'en 1996. Et là, il n'y a aucun doute que c'est quelque chose qui a joué. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on a introduit une deuxième dose en 1996, c'est bien sûr parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des résurgences de la maladie. Les États-Unis ont introduit une deuxième dose en 1989, justement au moment des premiers cas de la pandémie dont je vais parler tout à l'heure. Et puis des problèmes sur le terrain, alors qui pour l'historien sont absolument fascinants, qui sont des choses qui à mon avis sont intéressantes quand on veut être sensibilisé à la distance entre la théorie et la pratique quand il s'agit de vacciner, des problèmes de stockage, des problèmes de dosage inadéquat, de mélange entre le diluant et le produit, du fait aussi qu'un certain nombre apparemment de cliniciens, de pédiatres, surtout de médecins en cabinet, connaissaient mal les règles de vaccination à l'époque et avaient tendance à vacciner avant l'âge de 12 mois. Et on s'est rendu compte que ça, c'était un autre élément qui pouvait expliquer pourquoi les jeunes en 89 étaient susceptibles. Alors là, je vous ai dressé un portrait de, finalement, la mise en cause des vaccins et des protocoles vaccinaux jusque dans les années 80. C'est, je dirais, un des déterminants qu'on peut qualifier de scientifique, qui est absolument important, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Et là, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des gens qui étaient vaccinés, mais mal vaccinés. Je vais vous parler maintenant des gens qui n'étaient pas vaccinés, des non-vaccinations, qui normalement est le cœur de ma présentation. Alors, quand on parle des non-vaccinations, puis ça, j'insiste beaucoup, toujours dans mes présentations, j'insiste dans le livre, on discute de ces choses-là, et je vous l'ai dit en introduction, une des choses qui est exaspérante pour les historiens, c'est qu'on assimile systématiquement
ces jours-ci, non-vaccination et refus de la vaccination. Une des raisons pour lesquelles on associe les deux, c'est aussi parce que dans les pays comme le Québec, le Canada, les pays industrialisés, développés, où il y a des programmes universels de vaccination et donc une accessibilité au moins théorique au vaccin, on imagine que soit les gens les refusent parce qu'ils ne veulent pas, soit ils y vont parce qu'ils ont accès. Mais il y a toute une zone grise entre les deux. Hein. Il y a aussi au Québec, même au jour d'aujourd'hui, et tout particulièrement dans les années 70-80, des problèmes d'accessibilité économique et géographique au vaccin. Et ça, c'est des choses sur lesquelles aussi j'ai travaillé pour faire l'autopsie de cette épidémie. Alors, la première chose dont il faut partir pour regarder les non-vaccinations, il faut regarder les taux de vaccination à l'époque. Hein, là encore, des années 70-80. Paradoxalement, on en a plus pour les années 70 que pour les années 80. Là, vous avez deux tableaux à l'écran, un pour les années 70-75 et puis un qui fait l'état des lieux en 79, donc au tournant des années 20. Si vous regardez ces tableaux, vous vous rendez compte, premièrement, c'est pas fort comme taux. Hein. Normalement, on estime qu'il faudrait que 97% de la population soit vaccinée contre la rougeole pour être sûr qu'on atteint l'immunité collective. Alors, avec des taux de 9%, de 60%, de 48%, on en est très loin. Et puis, le deuxième tableau que vous avez sur la diapositive vous montre là encore les disparités selon les espaces dont on parle. Alors, c'est juste une liste des départements de santé communautaire, donc les grosses zones sanitaires qui gèrent la prévention à l'époque. Et vous voyez que si dans certaines régions, on atteint des taux très élevés comme 93,5% à Rivière-du-Loup, eh bien, on a aussi des taux aberrants. D'ailleurs, à mon avis, c'est aussi une erreur de chiffre. Hôpital Sainte-Justine, on aurait un faible 14,8%. On s'entend que tout ça ne peut pas permettre l'immunité collective. Alors, la question qui se pose, cette sous-vaccination flagrante, même si variable dans l'espace, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas accès au vaccin? Est-ce que le gouvernement est responsable, pour faire court? Ou est-ce que c'est parce que les gens ne se font pas vacciner? Là encore, pour moi, difficile de pondérer l'un ou l'autre, d'accord? Mais je vais vous donner un certain nombre d'éléments qui vont alimenter l'idée qu'il y a eu l'un et l'autre. Alors, concernant justement les problèmes d'accessibilité économique et géographique, eh bien, une des choses qui est assez fascinante, c'est qu'on se rend compte que dans les années 70-80, on ne parle plus beaucoup de vaccination. L'éducation à la vaccination a quasiment disparu. Il n'y a pas de campagne de promotion, on a l'impression d'être passé à autre chose. Le gouvernement fédéral, qui jusque-là s'en préoccupait, jusque dans les années 50, 60, les grandes épidémies de polio s'en préoccupaient beaucoup, dans les années 70-80, s'en préoccupe peu. Ottawa se contente essentiellement du contrôle des produits biologiques. Je vous rappelle, la vaccination comme acte médical est une prérogative provinciale, mais reste que le fédéral peut intervenir à certains moments quand il y a des épidémies ou des pandémies ou des épidémies qui touchent plus qu'une province, par exemple, mais aussi en termes de promotion, d'éducation aux bienfaits de la prévention, de la santé publique. Et c'est quelque chose qui semble avoir disparu dans les années 70, et je ne suis pas la seule historienne à le dire. Et d'ailleurs, on a des experts, des épidémiologues, des spécialistes en santé publique américains qui dénoncent cette apathie du gouvernement fédéral à l'endroit de la vaccination dans les années 70. On a même des textes qui disent, et c'est quand même assez savoureux au jour d'aujourd'hui, qui disent « Ah, il va falloir fermer la frontière avec le Canada parce qu'il y a plus de cas de rougeole qu'avec le Mexique. Ils vont nous contaminer, il faut qu'on arrête ça, ça ne marche pas. » C'est intéressant quand on regarde la façon dont, au jour d'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui posent problème en termes de diffusion d'un virus. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je suis toujours dans cette logique d'explicitation des problèmes d'accessibilité économique, géographique et voire culturelle, cette idée que la vaccination, on n'en entend plus beaucoup parler. On est plus sensibilisé à ses bienfaits et que ça pourrait avoir un effet sur la façon dont les parents, en particulier, décident ou pas de faire vacciner leurs enfants. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder évidemment au niveau provincial. Qu'est-ce qui se passe au niveau provincial? Et de voir dans quelle mesure, là encore, pas seulement le gouvernement fédéral, mais le gouvernement provincial n'a pas fait sa job, finalement, quelque part. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, et je reviens là-dessus, à partir de 1970, on a un programme universel de vaccination contre la rougeole au Québec. C'est intéressant, en 1970, le programme va être mis en place quelques mois seulement avec la mise en place de l'assurance maladie, donc du système public de santé tel
intéressant pour pas cette difficulté à mettre en place. Il y a certains endroits où il y a pendant plusieurs années et en particulier les spécialistes d'entre vous. On a un petit problème de connexion encore, je crois. Madame Monet? Désolée du contretemps, on va essayer de régler le problème. En attendant, je peux faire un message pour l'Assemblée générale. Juste pour dire à ceux qui participent à l'Assemblée générale après, vous êtes censés, comme j'ai dit ce matin, vous êtes censés avoir reçu tous les accès et l'information par courriel. Fait que si ce n'est pas le cas, juste à me contacter, soit par Facebook ou par Zoom, pour que je puisse vous envoyer tout ça et que vous puissiez participer. Puis si jamais vous avez des questions autres par rapport à l'Assemblée générale et le déroulement, n'hésitez pas non plus. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Là, Peut-être que, ça a vraiment coupé, hein? oui, peut-être que c'est mieux de laisser la caméra fermée, comme ça va prendre moins d'Internet. Ouais, alors j'ai changé de pièce aussi. OK, parfait. On va Maintenant, on vous voir entend si très bien. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, Ok, ça va? oui. D'accord, alors je vais essayer de reprendre où j'en étais. Donc, une des autres choses qui est assez intéressante quand on regarde le système de santé québécois à l'époque de sa mise en place, c'est que ce sont donc les CLSC qui s'occupent de vaccination essentiellement. Mais ce dont on se rend compte, c'est que eh bien, le système fonctionne très mal, pour faire court, et que non seulement le système est déjà très lourd, hein, mon prédécesseur a beaucoup parlé de ça, hein, du fait que le système de santé québécois est lourd, que l'information percole difficilement vers le bas, vers les unités de ce qu'on appelait des soins de santé de première ligne ou primaire, et c'est ce qui arrive avec les CLSC. Alors, patron, c'est les départements de santé communautaire, l'information circule mal, les stocks de vaccins circulent mal, et en résumé, on se rend compte que, en fait, pour une bonne partie de ces CLSC, ils ne vont pas être en mesure pendant longtemps, pendant parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, d'offrir des services de vaccination stables. Et bien, de ce fait-là, inévitablement, vous pouvez l'imaginer avec moi, eh bien, les mères ne peuvent pas amener leurs enfants au CLSC et se faire vacciner. Ce que certaines disent aussi, et on en voit des traces dans la presse de l'époque, c'est que il n'y a tellement pas de personnel pour vacciner non plus
que les heures de vaccination dans la semaine sont réservées à 2-3 heures par semaine et qu'elles sont entrées sur le marché du travail et qu'elles ne peuvent plus finalement aller faire vacciner leurs enfants. Donc voilà des choses assez concrètes au niveau du système de santé québécois qui expliqueraient une partie des non-vaccinations. Et là, j'entre plus dans mon dernier point, si vous voulez, qui est la question de l'accessibilité culturelle à la vaccination. Ça, c'est une expression que les anthropologues utilisent beaucoup. Hein, cette idée qu'il n'y a pas juste une question de pouvoir financièrement et géographiquement accéder à un acte médical, à un médicament, à un professionnel de santé, mais il faut être aussi capable d'assumer ou de comprendre ce qui vous est proposé en termes de soins, en termes de médicaments, et que si vous n'êtes pas préparé, éduqué à recevoir un acte médical, eh bien, vous pourrez éventuellement le rejeter. Alors là-dessus, il y a pas mal de choses intéressantes à regarder. Je vais vous en donner quelques-unes parce que le temps file, et puis je voudrais laisser la place aux questions s'il y en a. La première chose qui, moi, m'intéresse beaucoup et dont on reparle régulièrement, indirectement, mais régulièrement quand même, c'est ce qu'on appelle la nouvelle santé publique. Qu'à partir des années 70, on est ou on croit être dans cette dernière phase de la grande transition épidémiologique du XXe siècle, où les maladies infectieuses ont disparu. Et vous allez voir, l'écho aujourd'hui est intéressant. Les maladies infectieuses auraient disparu et on est face finalement à des soucis de santé qui relèvent essentiellement des maladies chroniques, environnementales, dégénératives ou des problèmes sociaux. Bon. Et de ce fait-là, qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé et promouvoir la santé, c'est-à-dire s'assurer que les gens vont faire en sorte d'être en meilleure santé ou d'éviter ces maladies, ces risques chroniques, dégénératifs, environnementaux et sociaux. De ce fait-là aussi, et quand on lit le fameux rapport Lalonde du ministre fédéral de la Santé de 1974, qui s'intitule « Nouvelles perspectives sur la santé des Canadiens », on voit qu'il donne l'avantage à cette dimension-là, je dirais, de la santé publique, cette nouvelle santé publique, et qu'il insiste aussi sur l'individualisation et la responsabilisation de la prise en charge, au-delà de la médecine, en particulier par de saines habitudes de vie. C'est des choses qu'on a oubliées, c'est des choses qui sont nouvelles dans les 70, mais qu'on a beaucoup incorporées depuis. Hein, saines habitudes de vie, arrêter de fumer, faire de l'exercice, bien manger, etc., etc. L'objectif en arrière de ça, enfin un des objectifs, c'est aussi déjà de soulager les systèmes publics de santé dont on se rend compte que le coût va être absolument exorbitant. Mais ce que ça fait, ça, c'est que, inévitablement, eh bien, les gens sont moins éduqués à la valeur de la vaccination et peut-être aussi, dans une certaine mesure, moins éduqués à l'importance de prévenir les maladies infectieuses. L'autre élément, bien sûr, et là je reviens à la structure des systèmes de santé, au financement de la santé. Vous le savez, les systèmes publics de santé sont des gouffres financiers sans fond. Tout dépend aussi de la valeur qu'on donne à ce système de santé. Mon prédécesseur en a parlé également. Mais une des choses qui va aussi beaucoup jouer en parallèle à l'émergence de cette nouvelle santé publique, c'est le fait que le coût des vaccins augmente de façon quasi exponentielle. Vous le voyez sur le tableau ici. Et qu'on se retrouve finalement avec deux réalités qui posent simultanément problème. Un peu d'accessibilité culturelle à la vaccination, ou du moins qui est en perte de vitesse, et de l'autre, des budgets vaccination, vaccins, qui montent, et qui viennent se heurter aux besoins des systèmes publics de santé de baisser, de limiter les coûts des services de santé. Alors évidemment, le dernier point que je voudrais évoquer, je vais l'évoquer très très brièvement parce que c'est le point auquel on s'attend le plus quand on parle d'épidémie de rougeole et de sous-vaccination ou de non-vaccination, c'est bien sûr les refus de la vaccination. Je ne veux pas développer trop là-dessus, d'abord parce que c'est extrêmement compliqué et je veux avoir un propos nuancé là-dessus, je répondrai aux questions s'il y en a. Mais ce qui est intéressant, c'est un certain nombre de choses à mettre en évidence. Oui, il y a eu des refus de la vaccination au Québec dans les années 70-80, avant Wakefield. Oui, inévitablement, les refus de la vaccination, même s'ils sont marginaux, vont avoir une influence à jouer sur l'épidémie de 89 et le cours de l'épidémie. Il y a des parents qui vont refuser de faire vacciner leurs enfants, même si la maladie est en train de se diffuser. Il y a trois éléments que je trouve intéressants là-dedans à regarder pour mieux comprendre la place de ces refus, puis le rôle qu'ils ont pu jouer sur l'accessibilité culturelle à la vaccination dont je vous parlais.
La première chose, et je fais très très bref parce que c'est compliqué, mais j'y reviendrai si vous avez des questions, c'est le lien entre un discours sur l'homme nouveau québécois avec l'avènement du souverainisme dans les années 60, 70, 80, et cet homme nouveau québécois qui fait attention à ce qu'il mange, qui ne consomme pas de produits toxiques et en particulier pas de vaccins. Ça va toucher qu'une minorité de la population. Il va y avoir un écho dans une petite minorité de la population. Mais ce qu'on voit aussi dans les années 60-70, c'est un engouement évident d'une partie de la population québécoise pour ce qu'on pourrait qualifier de médecine alternative. Et en particulier, tous les mouvements naturistes, naturopathes, qui ont tendance eux aussi à exclure la vaccination des pratiques préventives. Le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question du féminisme et de la reconnaissance des sages-femmes. Vous allez me dire quel est le rapport. Ce dont on se rend compte, c'est que le féminisme de la deuxième vague au Québec va jouer un rôle très très important dans la démédicalisation de l'accouchement et de la santé des enfants, va agir très fortement pour faire reconnaître les sages-femmes contre l'avis du Collège des médecins. Et là, on va voir se développer auprès d'un certain nombre de femmes et de mères une critique qui est d'ordre beaucoup plus politique de la vaccination, qui est liée à des revendications féministes et à une revendication de soins différents que je pourrais qualifier dans une certaine mesure de débiomédicalisés. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir parce qu'on l'oublie beaucoup, c'est que, et là ça ne concerne plus les parents en tant que tels, mais les experts de santé, les pédiatres, les gens de santé publique, on se rend compte que dans les années 60-70, entre autres du fait qu'on a commencé à vacciner massivement et que la rougeole semble vouloir disparaître dans le monde, malgré des moments de résurgence, comme on en voit d'ailleurs encore aujourd'hui, eh bien la rougeole ne fait plus la une. La rougeole dans les années 70, et vous pouvez le lire sur cette diapositive, c'est une maladie bénigne pour beaucoup. C'est une maladie qui est moins importante, moins risquée que d'autres problèmes de santé. Et là, je vous mets une image qui date de 1979, qui promeut le recours au siège auto en particulier, et associé à un article qui titre « Les accidents plus meurtriers que les maladies contagieuses. Au Québec, 66 enfants ont été tués en un an ». C'est la presse en mai 1979, à une période où justement on voit cette reconfiguration des risques sanitaires auxquels une partie des experts adhèrent, pensant que les maladies infectieuses c'est terminé, et auxquels une bonne partie de la population profane, les parents, les mères, vont aussi adhérer. Alors, je n'ai pas le temps de développer sur ce dernier point. Je pense qu'on en est arrivé probablement à la fin du temps qui m'est imparti. Mais je vous laisserai me poser des questions si vous en avez. Oui, donc si vous avez des questions, vous pouvez directement intervenir en cliquant sur votre micro pour enlever l'option mute, ou sinon vous pouvez l'écrire dans le chat. J'ai une question. Oui, vous pouvez y aller. Donc, selon votre investigation, puis ce que vous avez appris, puis toutes les connaissances que vous avez sur le passé épidémiologique du Québec, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à apprendre spécifiquement dans le contexte actuel, ou bien une pièce d'information qui serait applicable à la pandémie du COVID? Oui, c'est une excellente question. Oui, j'ai des choses à dire là-dessus. D'ailleurs, je me suis exprimée là-dessus dans plusieurs entrevues à la radio ces dernières semaines et dans un papier dans Le Devoir et ailleurs. Oui, apprendre de ça, pourquoi? Parce qu'une des choses que je vous ai mis brièvement en avant, et ça a été là aussi soulevé par le présentateur avant moi, c'est le sous-financement de la santé publique. Le peu d'attention qu'on porte à la santé publique, pas en temps de crise comme aujourd'hui. Tout le monde maintenant connaît Horacio Arruda, mais personne ne savait qui c'était il y a quelques mois. Mais c'est le sous-financement de la santé publique. Il faut savoir que le Québec peut-être met 2-3% de son budget santé dans la santé publique. Quand je parle de santé publique, je pense de santé publique assez classique, là, les campagnes de vaccination, les stockages de vaccination, la promotion à la prévention, etc. C'est totalement insuffisant. On a des systèmes de santé qui sont très hospitalo-centrés, justement, très centrés sur le curatif, l'individuel, la technologie. C'est d'ailleurs ça qui coûte le plus cher. Et résultat des courses, on n'est absolument pas préparé
au risque épidémique ou pandémique tel que celui qu'on est en train de vivre. Je dirais que la preuve la plus évidente, et c'est là-dessus que j'ai le plus écrit dans les derniers mois, c'est les pénuries de masques. On aurait dû être prêt, on aurait dû avoir des masques. On n'en a pas acheté parce que la santé publique, ça coûte cher et ça rapporte rien, a priori. Et voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie. Bonsoir. Oui. Je suis Gifta Desrosiers, donc je suis vraiment contente de ta présentation. Mais ma question est la suivante. En ce contexte d'épidémiologie de coronavirus, je me demande pourquoi vous avez parlé de la rougeole. Est-ce qu'il y a un rapport, ou du moins, est-ce que vous voulez faire savoir tout simplement, il y a une épidémie, ou du moins, il y a une chose de la rougeole qui s'était passée au Canada en 1989. C'est ce que je voulais savoir. Quel est le but? Quel est le but alors? Je parle de la rougeole parce que c'est sur la rougeole que je travaille et je travaille sur la rougeole depuis bien plus longtemps que le coronavirus. Donc, ça explique pourquoi c'est sur la rougeole que j'ai parlé. En même temps, j'aimerais préciser ici, si on l'a déjà oublié malheureusement, nous sommes en résurgence pandémique mondiale de la rougeole depuis 2017. Et on en a longuement parlé et je suis beaucoup intervenue jusqu'à la fin de 2019 sur ce que ça impliquait, sur les domaines dans lesquels il fallait qu'on intervienne, sur l'importance de ne pas regarder que les refus de la vaccination, etc. Mais depuis janvier, plus personne ne parle de la rougeole. On commence à voir sortir des articles qui disent « Attention, à cause du coronavirus, les gens vont être sous-vaccinés parce que les enfants n'ont plus l'occasion d'aller chez leur médecin et les parents ne veulent plus les amener. » C'est une problématique incontestable, mais plus largement que ça, le coronavirus est venu éclipser une pandémie de rougeole qui continue d'avoir lieu. D'où l'importance de travailler sur l'histoire de la rougeole. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Est-ce qu'on aurait une autre question? Oui, je pourrais demander, qu'en pensez-vous quand on parle du vaccin qu'on essaie en train de créer concernant la COVID? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment bien impacter la population et diminuer les cas? Alors, sur l'efficacité de la procédure en tant que telle, je ne pourrais pas me prononcer. Je ne suis ni épidémiologue, ni vaccinologue, ni médecin. Par contre, ce qui est intéressant, et on va voir ce que ça donne, des études commencent à laisser soupçonner qu'une partie de la population ne va pas vouloir se faire vacciner. Et ça, personnellement, j'en sais rien. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on dit ça, c'est toujours ce spectre de l'hésitation et du refus qui croit. Je ne pense pas non plus que le problème soit vraiment là. En même temps, c'est clair que si on va vouloir faire accepter un nouveau vaccin par la population le plus largement possible, il va falloir communiquer, il va falloir éduquer, il va falloir communiquer sur l'efficacité, sur l'innocuité. Ça, c'est des choses très, très importantes. Faire la preuve, être très transparent sur le processus de production des vaccins. Et puis, bien sûr, aussi, y donner accès. Vous étiez sûrement, je vous vois là, vous étiez sûrement très jeune en 2009, mais au moment de H1N1, les taux de vaccination ont été relativement élevés quand même. La population voulait se faire vacciner au Québec, même s'il y avait peu de cas mortels de H1N1 au Québec. Oui. Mais un des problèmes majeurs, c'était l'accessibilité aux vaccins. Les gens se présentaient dans les cliniques et les vaccins n'étaient pas disponibles. Ce qui a fait d'ailleurs qu'une partie de la population a dit « Ah mais non, moi si on ne me donne pas accès, même s'il vient la semaine prochaine, le vaccin, je ne vais pas le prendre. » Et donc là, on se retrouve avec une logique finalement d'accessibilité à la fois culturelle à un vaccin qu'on aurait pris, mais qui est renforcée par un problème d'accessibilité, au moins géographique, à ce même vaccin. OK, parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Moi, j'ai une petite question. Je me demandais, selon votre expertise et votre connaissance du phénomène de la rougeole, est-ce que vous pensez que les phénomènes anti-vaccins vont subir une petite recrudescence une fois qu'on aura un vaccin pour la COVID, si jamais on finit par en avoir un? Alors, c'est une bonne question aussi. Il y a de nouveau, il y a plusieurs articles qui soulèvent le spectre d'un anti-vaccinationnisme qui va encore augmenter à cause du coronavirus quand on aura un vaccin, qu'il faut faire attention.
Je ne suis pas du tout dans cette logique catastrophique. Pourquoi catastrophiste? D'abord parce que les études sérieuses faites par des gens en santé publique, en épidémio, etc., montrent que le refus systématique de la vaccination, là, les gens qui refusent tous les vaccins, c'est moins de 2% de la population, ici et ailleurs. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ça n'a pas bougé, pas vraiment depuis 1998. On n'a pas un problème là. Le problème, il est plus dans l'hésitation et la sélection. C'est-à-dire que le fait que de plus en plus de parents se posent des questions sur certains vaccins. C'est pour ça aussi que c'est important de regarder maladie par maladie, de voir comment les choses évoluent. Est-ce qu'avec le coronavirus, on va avoir une recrudescence des refus? Sur certains aspects, c'est possible. Pourquoi? Parce que ça va être un nouveau vaccin. Les gens n'aiment pas trop les nouveaux vaccins. Ils ont peur. L'industrie pharmaceutique n'a pas bonne presse. Les gens ont peur qu'on leur cache des choses. Le rapport à l'État n'est pas non plus optimal ces derniers temps. Après, ça dépend des États dont on parle. L'État québécois s'en sort pas mal. Mais si on regarde, par exemple, la France, on voit que les gens commencent à critiquer très, très sérieusement la façon dont l'État gère la pandémie. Eh bien, quand un vaccin va arriver, on va dire « Ah ouais, mais l'État, la collusion entre l'État et l'industrie, il est fort probable qu'une partie de la population va refuser de se faire vacciner sur ces éléments-là. Pas sur la toxicité, non-toxicité réelle du produit ou pas sur le fait qu'ils sont pour ou anti-vaccination. » Parfait, merci beaucoup, c'était Je vous en prie.